Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, là aussi. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Mais globalement, les profs, il y a un moment, faut y aller. Faut un moment, faut y aller le 11 mai. Josépha, nous vivons l'agonie d'une civilisation. La fin d'un monde. Ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. On a fait un très gros travail ces dernières années sur beaucoup de sujets. Nous avons une crise, il faut y répondre et on ne se pose pas de questions. Ça n'enlève rien de ce qu'on a fait avant. Et on rebâtira sur cette base-là. Et sur la santé, c'est pareil. Tout le système de soins que je repensais, c'est aller vers plus de prévention, mieux organisé pour responsabiliser, y compris les acteurs de soins. Nous sommes en guerre. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes dans la 4e réplique du Big Bang aujourd'hui que j'ai l'honneur d'animer. Donc, je suis Guillaume Ballas, je suis coordinateur du mouvement Génération qui participe à plein et en plein dans la grande aventure du Big Bang de la gauche. Et vous savez, on a donc fait ce cycle de discussion assez court sur un format d'1 heure pour essayer de traiter les grandes questions qui aujourd'hui doivent nourrir quoi? Nourrir l'alternative, nourrir un autre projet, un projet qui réponde aux crises multiples que nous vivons aujourd'hui, crise écologique évidemment, crise sociale, ça va de soi. On en a entendu là une bonne partie avec le générique, mais également, on le sait, immense désarroi démocratique. Quel est aujourd'hui le vrai pouvoir du citoyen? Quel est le vrai pouvoir du peuple? Y a-t-il un souverain encore? Quel est-il? Et c'est bien de cette question que nous allons traiter aujourd'hui. L'histoire de la gauche, l'écologie politique se fonde sur l'idée que c'est bien les citoyens, les citoyennes, collectivement, qui doivent décider de leur destin, ni Dieu, ni César, ni tribun, qui doivent décider à notre place. Et donc, la question qui est la question centrale est de savoir si, d'abord, nous sommes dans un moment démocratique aujourd'hui dans nos sociétés, jusqu'où, à quel point, et également comment nous pourrions transformer aujourd'hui les choses pour faire en sorte que la démocratie, qui est à la fois un but et un moyen, devienne prégnante dans l'ensemble des activités, des sphères sociales de l'être humain, puisque c'est ainsi que nous pensons, nous, la définition d'une citoyenneté pleine et entière, d'une citoyenneté réelle. Alors, pour discuter de cela aujourd'hui, 2 invités. Tout d'abord, Julia Cagé, qui est économiste, qui a beaucoup travaillé sur l'économie politique, l'histoire de politique de l'économie également, qui s'est beaucoup investi surtout sur la question des médias, du rapport des médias et de la démocratie, avec d'ailleurs un certain nombre d'idées qu'elle a fait prospérer sur la question des médias participatifs. Elle a écrit surtout un livre retentissant, on s'en souvient, en 2018, Le prix de la démocratie, qui a posé cette question: est-ce que la France ressemble aux États-Unis finalement? Et c'est-à-dire, est-ce que finalement l'argent joue un rôle absolument majeur dans la démocratie politique et distord aujourd'hui le débat démocratique que les citoyens ont le droit d'attendre. Il y a à sa suite Olivier Favreau qui nous parlera
notamment beaucoup de la question du travail et de ses liens avec la démocratie. Olivier Favreau est économiste, connu, directeur de l'école doctorale Économie, Organisation, Société, alors qui associe beaucoup, j'allais dire, d'universités, hein, dont Paris, Nanterre, mais aussi des écoles comme Polytechnique, l'ESSEC, etc., etc. Il a écrit beaucoup d'ouvrages d'économistes, hein, notamment, je crois, sur le lien entre keynésianisme, économie classique, notamment, mais aussi sur l'entreprise et sur sa grande déformation, hein, c'est le titre de votre ouvrage, et avec cette question, enfin plutôt cette phrase que vous avez prononcée beaucoup dans les médias, qui est en fait l'entreprise est un espace démocratique. Alors là, on vous attend pour que vous nous expliquiez cela. Alors peut-être, Julia, pour commencer, Julia Cagé, est-ce que aujourd'hui, qui décide dans notre pays? Est-ce que ce sont les citoyennes et les citoyens qui, bien informés par des médias qui sont déliés de tout contact avec l'argent, leur donnent l'information juste, qui leur permet de faire des choix démocratiques éclairés entre des concurrents sur le marché politique, j'allais dire, qui sont à égalité en termes de moyens, ou est-ce que, eh bien, en fait, c'est l'autre bout de l'omelette, là, cette démocratie ne serait que formelle et nous ne serions pas réellement dans un État démocratique aujourd'hui? Est-ce que la vérité est entre les deux? Et enfin, dernière question, que faut-il changer pour que, enfin, le qui décide soit assurément le fait que ce soit bien nous qui décidions? Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour l'invitation. La dernière fois que j'ai participé au Big Bang, je crois que c'était le premier Big Bang, c'était sous une tente. Il faisait 65 degrés. Je crois que j'allais m'évanouir comme à peu près tous les participants. Donc voilà, je me suis mis à la montagne. Bon, c'est une fausse montagne, hein. Je ne suis pas du tout à la montagne, mais je me suis dit que cette fois-ci, on allait le faire avec un peu plus de fraîcheur. Du coup, je vais essayer de répondre à ta question, même si je veux souligner, parce qu'ensuite, on va parler de la démocratie en entreprise, que vendredi dernier, avec 7 autres collègues universitaires, Isabelle Ferreras, Hélène Landemort, on était 8 en tout, on a signé un texte qui a recueilli depuis plus de 5000 signatures dans le monde, qui s'appelle « Démocratiser le travail ». Donc avec cette idée à la fois de démocratiser l'entreprise, pour voulait quand même souligner que c'était important pour une fois que les femmes soient à l'initiative de ces questions-là. Donc on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Pour répondre à tes questions, je vais juste vous montrer quelques chiffres. Je suis désolée, mais je pense que ça aide parfois d'avoir un peu de graphique en fait pour comprendre ce qui est en jeu. D'une certaine manière, enfin, la réponse que je vais apporter à la question, c'est que oui, aujourd'hui, la démocratie n'est que de forme. Enfin, en tout cas, si on entend par démocratie une personne, une voix, on n'est plus du tout. Mais sans doute qu'on ne l'a jamais été d'ailleurs. Dans une démocratie représentative idéale, mais je pense que la pire des réponses à ça serait d'en conclure tous pourris. Et du coup, le système ne marche pas et il faudrait tout balayer de la main pour choisir un autre système qu'on ne connaît pas. Donc l'idée, c'est que ça ne marche pas aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait assez bien pourquoi ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bossé sur un certain nombre de sujets qui permettent d'identifier des dimensions où ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup mieux et j'espère que demain sera fait de beaucoup mieux. Donc, pourquoi ça ne marche pas? La première raison pour laquelle on a un problème aujourd'hui, y compris en France, avec la démocratie, c'est à cause de son financement. Le point de départ, tu rappelais le prix de la démocratie, le point de départ du prix de la démocratie en 2018, c'était 1, la démocratie a un coût. 2, le fait que ce coût de la démocratie soit pris en charge de plus en plus d'ailleurs par des financements privés explique en grande partie la crise de la représentation, c'est-à-dire le fait que nos gouvernants répondent aux préférences des plus favorisés plutôt qu'à celles de la majorité des citoyens. Alors quand on dit ça, en général, enfin moi, un retour que j'ai beaucoup eu, c'était de me dire oui, c'est vrai, c'est un problème très, très états-unien et on ne voit pas du tout cette même réalité en France. Et donc, bon, voilà, comme je suis chercheuse en sciences sociales, j'aime bien regarder les chiffres. Donc, il y a un truc que j'ai fait dans le livre, c'est que j'ai pris l'ensemble des données fiscales et j'ai regardé
en France, ce pays où on vit dans l'illusion selon laquelle la démocratie serait régulée, j'ai regardé qui donnait combien chaque année aux différents partis politiques en fonction de ses revenus. Et du coup, ce graphique-là, il est très simple, hein, ça ordonne les foyers fiscaux en France en fonction de leur position dans la distribution de revenus, des plus modestes aux plus favorisés. Et on voit quoi ici? On voit que les dons aux partis politiques sont un phénomène de classe, puisque en moyenne, vous avez moins de 1% des Français qui donnent chaque année, mais que parmi les Français parmi les Français qui sont parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, le nombre de donateurs est supérieur à 10%. Maintenant, si vous regardez le don moyen, pour 90% des Français, quand même une très large majorité des Français, le don moyen est de 120 €. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont membres d'un parti politique, ça correspond environ au montant de votre adhésion. Mais par contre, parmi ceux qui donnent, qui sont dans le top 1%, top 0,01% de la distribution de revenus, le don moyen est de 5 225 €. Donc en fait, on voit qu'il y a une minorité de Français qui contribuent et qui contribuent beaucoup plus que les autres. Et c'est ça qui est intéressant parce que, en général, on va dire oui, mais 5 000 €, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, en prenant ce miroir états-unien, parce qu'on aime bien prendre le cas états-unien. Ça nous permet de nous rassurer sur notre situation. Donc, on va dire, aux États-Unis, on peut donner plusieurs millions d'euros. En France, on peut donner pas plus de 7 500 €. Donc, tout le monde peut donner 7 500 €. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Tout le monde peut donner 7 500 €. Mais dans quel monde vivez-vous? 7 500 €, c'est simplement la moitié du salaire annuel total de quelqu'un qui touche le SMIC. Donc, la plupart des gens ne peuvent pas donner 7 500 €, pas plus que 5 000, 3 000, 2 000, 1 000. Et c'est pour ça qu'une des premières propositions que je fais dans le livre, c'est de limiter les dons aux partis politiques à 200 € par individu et par an. Si on veut mettre fin à ces inégalités, là, il faut bien voir que c'est 5 225 €. Mais en fait, ça veut dire que vous avez des gens qui donnent 120 €, d'autres qui donnent quasiment 6 000 €. Et donc, vous avez un rapport de 1 à 30 ou 1 à 40 entre le montant des donations. Donc, si ces donations-là vous confèrent du poids politique, ça veut dire que derrière, ça crée fondamentalement une inégalité. Et cette inégalité, on la voit aussi quand on regarde non pas la distribution des dons en fonction des revenus, mais en fonction de leur origine géographique. Donc ça, c'est des chiffres qu'on peut recalculer maintenant, aujourd'hui, grâce aux données qui sont publiées par la Commission nationale des cours de campagne, mais qui avaient été publiées en tout premier par le journal du dimanche en 2018, ou le journal du dimanche en 2018 a étudié la répartition géographique des dons reçus par La République En Marche entre mars 2016, donc la création du parti, et mai 2017, l'élection présidentielle. Or, on voit quoi? On voit que plus de la moitié des dons proviennent de la région parisienne. Vous avez plus de 1 million de dons du 16e arrondissement à lui tout seul. Ensuite, vous avez 800 000 € de dons qui viennent du Royaume-Uni, 115 000 € de dons qui viennent des États-Unis. Si vous prenez une ville comme Marseille, qui est la deuxième ville française que je connais bien en termes de population, là, vous avez 78 000 € de dons. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que potentiellement, vous avez eu un candidat qui maintenant est président, parce que vous avez introduit la vidéo par Emmanuel Macron, ce qui pose des questions des Français qui le représentent et de ceux qui ne le représentent pas. Vous avez un candidat qui, de toute évidence, n'a pas focalisé ses efforts de campagne sur Marseille ou sur Lille, mais sur Paris, au Royaume-Uni ou à New York, où d'ailleurs, il se vantait du fait d'organiser des levées de fonds. Or, quand vous levez de l'argent pour votre campagne, dans le 16e arrondissement, à Londres ou au Liban, qu'est-ce que vous allez recevoir comme message? Mais je pense que comme message, c'est possible qu'on vous dise de manière répétée, donc peut-être que sincèrement, vous finissez par y croire, que le plus gros problème en France, c'est l'impôt sur la fortune, donc il est urgent de le supprimer, que le deuxième plus gros problème en France, c'est la progressivité de l'imposition du capital, donc il est urgent d'y mettre fin, et d'ailleurs qu'il y a un autre problème, on n'a pas beaucoup parlé, c'est passé relativement inaperçu, il faut vraiment supprimer l'exit tax, donc on l'a supprimé. Par contre, il est possible que si plutôt que d'aller faire campagne en Suisse, 100 000 € de dons, vous étiez allé à Lille, 31 000 € de dons, les citoyens vous auraient fait remarquer que en fait, 15 € d'APL par mois, c'est beaucoup d'argent, parce qu'en fait, on peut être à 15 € près, que augmenter la taxe carbone et le prix des carburants, si vous ne redistribuez pas ensuite les montants de cette taxe aux citoyens, eh bien, vous allez finalement les empêcher de finir leur fin de mois et on n'aurait pas eu les gilets jaunes. Et du coup, en fait, toute la question, c'est de voir dans quelle mesure, finalement, cette disproportion
des donateurs qui donnent beaucoup. Et 7 500 €, c'est beaucoup. Et surtout, 7 500 €, ce ne sont que... Regarde, c'est les chiffres, hein, c'est pas moi. Ce ne sont que les Français, parmi les Français qui ont les revenus les plus élevés. Bah, ça conduit à une disproportion des politiques. Ça conduit à une disproportion des politiques menées, mais je veux quand même ajouter un point, parce que je pense qu'il faut être critique sur soi-même pour mieux préparer le futur. Le fait que ces dons bénéficient très majoritairement, là vous avez l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, je documente plusieurs pays et plusieurs années dans le livre, le fait que ces dons en partis politiques bénéficient spontanément, majoritairement aux partis les plus à droite ou les plus conservateurs économiquement, a quand même eu aussi des effets très concrets sur les politiques menées par les partis de gauche au pouvoir au cours des dernières années, que ça soit en Allemagne, dans le cadre du SPD, où c'est Gerhard Schröder qui a flexibilisé le marché du travail, que ça soit en Italie avec Matteo Renzi et son Job Act, que ça soit au Royaume-Uni avec le nouveau parti travailliste de Tony Blair, ou d'une certaine manière, que ça soit en France, entre 2012 et 2017, où on a eu, à part en tout début de mandat, beaucoup de politiques qui étaient menées et qui étaient tournées vers l'offre et pas de politique tournée vers la demande, c'est-à-dire vers la majorité des citoyens. Et donc, quand même, il faut s'interroger sur les conséquences que ça a, ce système de financement, qui fait reposer le financement des partis sur les donateurs étant les plus riches qui ont tendance à demander moins de progressivité fiscale, plus de flexibilisation du travail, dans quelle mesure non seulement ça affecte les politiques qui sont menées par la droite au pouvoir, mais aussi les politiques qui sont menées par la gauche au pouvoir. Et c'est aussi pourquoi, sans doute, on s'aperçoit aujourd'hui, c'est le cas également du Parti démocrate aux États-Unis, que les plus modestes, qui votaient historiquement pour les partis de gauche, se détournent des partis de gauche parce qu'ils ont l'impression que ces partis de gauche ne les représentent plus. Je rajoute à ça un point, parce que bon, c'est la deuxième réforme qu'il faut véritablement mettre en œuvre, et surtout ça, je trouve ça absolument injustifiable. En France, le fait que les plus riches puissent financer davantage que les plus pauvres les partis politiques, parce que 7 500 €, c'est une liberté que seuls ceux qui ont suffisamment d'argent peuvent exercer, se double d'une deuxième injustice qui fait que quand vous faites partie des Français aux revenus les plus élevés et que vous donnez 7 500 € à un parti politique, vous n'en payez que 5 000 €. Vous n'en payez que 2 500 €. Et les 5 000 € restants vous sont reversés au travers de réductions fiscales, c'est-à-dire sont pris en charge par l'ensemble des Français. Ce qui n'est pas le cas si vous faites partie des 50% des Français les plus modestes. Non seulement dans ce cas-là, vous n'allez certainement pas donner 7 500 € à un parti politique, vous ne les avez pas. Mais même si vous donnez 300 € à un parti politique, là, vous allez payer plein pot, 300 €, parce que n'étant pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions d'impôt. Ça, c'est régressif, c'est injuste, et c'est vrai que ça me paraîtrait une réforme logique à mettre en place dans le monde d'après, de supprimer ces réductions fiscales associées aux dons aux partis politiques. Là, l'autre chose que je veux souligner, c'est que cette question du financement de la vie démocratique, ce n'est pas simplement une question technique, c'est une question qui a des conséquences très concrètes au-delà des politiques qui sont mises en œuvre par les élus. Ça a des conséquences très concrètes aussi sur le résultat des élections. Et si vous allez sur le site du livre, www.leprisdeladémocratie.fr, il y a un résumé du livre gratuit, des chiffres gratuits, des données librement accessibles, et notamment, vous pouvez choisir toutes les élections législatives depuis 1993, toutes les élections municipales, et vous pouvez regarder dans les différentes circonscriptions les différents candidats et combien un candidat a dépensé et quelles sont les voix qu'il a obtenues en général. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que celui qui dépense le plus gagne systématiquement. Ce n'est pas vrai. Par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes choses égales par ailleurs, en moyenne, une fois qu'on a isolé l'effet de la popularité d'un parti une année donnée, l'effet de l'âge du candidat, de son expérience, de son genre, l'effet d'un certain nombre de facteurs, en moyenne et toutes choses égales par ailleurs, on voit que les candidats qui dépensent davantage ont davantage tendance à emporter les élections. Et ça, c'est aussi pourquoi il faut réguler le financement de la vie politique, parce que si on voit que l'argent joue un tel rôle dans la probabilité d'emporter une campagne, forcément, ça pousse les candidats à aller chercher des financements privés
souvent au détriment de leur électorat. Voilà. Donc, les conséquences de ça, c'est l'idée que les femmes et les hommes politiques tendent à ne répondre plus qu'aux préférences des plus favorisés. Je voudrais juste m'arrêter un instant sur une expression qui n'est pas de moi, qui est de Martin Giddens et Benjamin Page, qui sont deux politistes américains qui ont écrit un livre dans lequel ils regardent dans quelle mesure les hommes et les femmes politiques états-uniennes répondent aux préférences des citoyens. Et ils montrent qu'en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, sur plein de sujets différents, quand les citoyens expriment des préférences pour, par exemple, l'autorisation de l'avortement, l'intervention en Irak, une augmentation du salaire minimum, sur tous les sujets, en général, les politiques mettent en œuvre des réformes qui correspondent aux préférences exprimées par les citoyens. Maintenant, ce qu'ils font ensuite, c'est qu'ils regardent ce qui se passe dans le cas où les préférences des plus modestes ne sont plus les mêmes que les préférences des plus riches. Et en fait, dans le cas où les préférences des plus modestes ne sont plus les mêmes que les préférences des plus riches, qu'est-ce qui se passe? Systématiquement, les politiques répondent aux préférences des plus riches. Et du coup, ce qu'ils en concluent, c'est que la démocratie fonctionne aujourd'hui parce que, par coïncidence, sur beaucoup de sujets, les préférences des plus riches correspondent aux préférences des plus modestes. Or, moi, j'ai l'impression qu'au cours des 10, 15, 20 dernières années, ce par coïncidence a disparu. Il se trouve que sur de plus en plus de sujets, l'environnement, l'économie, les questions de société, les préférences des plus riches ne correspondent plus à celles des plus modestes. Et c'est ça qui explique la crise de la représentation. Que je vais vous illustrer avec un dernier graphique que j'aime bien. À gauche, vous avez le graphique que je vous ai montré déjà tout à l'heure sur le don moyen aux partis politiques. Et à droite, vous avez des calculs qui ont été faits par l'Institut des politiques publiques qui ont quantifié les effets totaux des réformes budgétaires mises en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et en fait, ce qu'on voit, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez eu des gagnants autour de 1% de gains de pouvoir d'achat au milieu de la distribution. Vous avez eu des perdants parmi les plus modestes. Parmi ceux qui sont parmi les plus riches, dans les 20% des Français aux revenus les plus élevés, vous avez quelques perdants. Mais alors ceux qui gagnent vraiment, 6% de gains de pouvoir d'achat parmi les 1% aux revenus les plus élevés, et vous avez quasiment 24% de pouvoir d'achat parmi les 0,01% aux revenus les plus élevés. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ce graphique avec celui d'à côté, parce qu'en fait, celui d'à côté vous montre quoi? Que ce n'est pas les 10% du haut de la distribution qui donnent. Ce n'est même pas vraiment les 1% du haut de la distribution qui donnent. C'est les 0,01% du haut de la distribution de revenus qui donnent, et c'est eux, d'une certaine manière, qui sont récompensés. Et je veux dire, je vous mets ces deux graphiques en parallèle. Celui sur les effets totaux du budget ne sont pas dans le livre. Le livre, j'avais fini de l'écrire en 2017. D'une certaine manière, et ça c'est malheureux, Emmanuel Macron est venu donner raison par son élection, les modalités de financement de son élection et les politiques qu'il a mises en œuvre à un certain nombre d'intuitions que j'avais soulignées dans le livre. Donc je vais juste m'interrompre là-dessus. Il y a des solutions à ça. La première solution, c'est de limiter les dons privés. Moi, encore une fois, je pense que 200 € par citoyen et par an, c'est un maximum en termes de plafond. Alors peut-être qu'on peut discuter 250 € ou 150 €. Je veux dire, ça doit être un montant tel que même les plus modestes peuvent donner autant que ce que les plus riches peuvent donner. Sinon, on aura toujours une inégalité politique créée par cette inégalité de financement. Et puis, j'ai fait cette proposition de Bond pour l'égalité démocratique, qui est une remise à plat du financement de nos mouvements politiques. Aujourd'hui, le financement de nos mouvements politiques, il se fait de deux manières. D'une part, à travers les réductions fiscales associées aux dons. Il ne faut pas sous-estimer ces sommes. Hein. C'est entre 60 et 70 millions d'euros par an. Donc, c'est autant que le financement public direct des partis. Et d'autre part, par le financement public direct des partis. Le problème du financement public direct des partis dans son fonctionnement actuel en France, c'est qu'il dépend des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous créez un nouveau mouvement politique entre deux élections législatives, imaginons que vous créez un mouvement appelé Big Bang entre deux élections législatives. Ce mouvement n'aura le droit à aucun financement avant 2022 en fonction des résultats qu'il obtiendra en 2022. Ce qui a deux conséquences. Soit le mouvement va mourir, et c'est ce qui s'est passé d'une certaine manière avec Nuit debout, parce qu'on ne peut pas vivre sans financement. La démocratie a un coût,
Il ne s'agit pas d'enrichir des gens qui voudraient participer au jeu démocratique. Il s'agit de faire tourner un parti, d'avoir des permanents, d'avoir des locaux, d'imprimer des tracts. Vous faites une manifestation, il faut faire venir des bus. La démocratie a un coût. Ou deux, vous allez avoir des partis qui vont survivre. Ça a été le cas de la République En Marche, qui n'avait pas le droit du financement public direct, qui a bien profité des financements publics indirects, en allant chercher des dons. Sauf que ces dons, dans le système dérégulé actuel, ce sont souvent les plus riches qui les font. Et donc, ça crée finalement un biais droitier dans les partis émergents qui survivent à la fin. Les bons pour l'égalité démocratique, l'idée, c'est d'avoir un financement de la vie politique qui soit à la fois égal, le même montant d'argent public pour chaque Français chaque année. C'est 7 € dans ma proposition. Ça pourrait être davantage ou un peu moins, mais ce qui est important, c'est le principe. Le même montant d'argent public donné à chaque citoyen qu'il peut chaque année donner au parti politique de son choix, ce qui permet aussi d'assurer un financement de la démocratie qui soit un financement dynamique, puisque la vie politique, en tout cas selon moi, elle est loin d'être figée par intervalle de 5 ans. Merci beaucoup, Julia. Kagé, en fait, dans ce que tu dis, il y a un élément qui est absolument central. C'est en effet la question de la réponse matérielle et directe entre la proposition politique et l'offre, notamment de financement par les citoyens et donc les inégalités induites. Donc, on a bien retenu les propositions. Celle du bon démocratique, évidemment, peut parler à beaucoup de gens. Tu parles là, notamment à des gens comme moi, par exemple, qui ont fondé un mouvement juste après des législatives et sans député du tout. Et donc, on voit bien la très grande difficulté qu'on a eue, notamment pour mon mouvement politique, à fonctionner, jusqu'à ce qu'on se présente à des élections européennes et qu'on passe, en termes de résultats, juste le remboursement, et autrement, tout tient sur du financement militant, et c'est sûr que l'inégalité de moyens est absolument criante. Bon, ce qui est très important, en effet, de remarquer, entre les deux limites que je posais tout à l'heure sur est-ce qu'on n'est pas du tout en démocratie ou est-ce qu'on est en démocratie, on est sur le chemin, j'allais dire, au milieu, mais avec de vraies inquiétudes. Vraies inquiétudes aujourd'hui sur la capacité, notamment des plus riches, à influencer très directement les politiques publiques et donc avec une forme, j'allais dire, d'exclusion, notamment du reste, c'est-à-dire pas forcément les plus pauvres, de la majorité de la population des grandes décisions publiques. Alors, justement, je vais m'adresser du coup à Olivier Favreau, parce que l'immense majorité de la population, ce sont les travailleurs. Ce sont ceux qui vivent de leur travail et non pas de leur rente à aucun moment, et qui, Julia Kagé nous l'expliquait, ont déjà bien des difficultés à pouvoir faire entendre leur voix dans la démocratie politique telle qu'elle est institutionnalisée aujourd'hui, mais qui, sans doute, n'ont même pas l'idée de pouvoir penser qu'ils puissent faire entendre leur voix dans le monde du travail, dans l'entreprise privée telle qu'elle est, en tout cas aujourd'hui, même s'il ne faut pas caricaturer, bien évidemment. La démocratie sociale, ça a été un long combat, il y a des choses qui existent, mais dire que l'entreprise est un cadre démocratique pourrait sembler, a priori, très surprenant. En effet, on a l'habitude de penser que les actionnaires possèdent le capital, et en possédant le capital, eh bien, pour qui décide? Eux, bien évidemment, et personne d'autre. Et on a l'impression que les 30 dernières années, ou même 40 dernières années, notamment avec cette fameuse contre-révolution néolibérale, avec cette reprise en main du pouvoir des actionnaires par rapport aux managers, par rapport à la démocratie sociale aussi, a amené à une véritable tyrannie du capital aujourd'hui dans les entreprises. Est-ce que c'est exagéré de dire ça, ou est-ce que c'est la réalité? Quel est aujourd'hui l'existant du pouvoir des travailleurs sur leur propre vie, qui est d'abord celle du travail, en tout cas dans les jours ouvrés, ce qui fait la majorité quand même encore des journées qu'ils passent, et que faudrait-il faire? Quelles sont aujourd'hui eh bien, les transitions pour arriver à une véritable démocratie sociale au plus près de chacun, c'est-à-dire d'abord dans leur entreprise? L'introduction. Merci pour l'invitation. Alors, Julia nous a présenté un énorme problème pour la démocratie à cause de l'argent, mais à l'intérieur quand même du système politique, les partis politiques, l'organisation des pouvoirs publics, les élections.
Alors, moi, je vais me transposer dans quelque chose que l'on pourrait croire être relevé de la sphère privée, l'entreprise, quelque chose qui échappe à la politique, sinon aux politiques. Et néanmoins, on va voir très très vite que si on regarde d'une certaine façon l'entreprise, on fait apparaître immédiatement un problème gigantesque de démocratie ou pour la démocratie. Après, on verra quelles sont les solutions qui existent ou qui ont déjà été expérimentées en Europe. Alors, la première chose qu'il faut absolument comprendre, si je ne fais pas passer ce message, je rate tout, c'est que l'entreprise est un objet incroyablement énigmatique. Et en fait, si je suis un économiste sérieux, si nous sommes des économistes sérieux, Julia est économiste, nous ne pouvons pas dire que nous comprenons, que nous savons ce qu'est l'entreprise. Alors pourquoi? Là, je pourrais mobiliser des transparents, mais je dois pouvoir le dire avec des mots. J'aime bien quand je fais un exposé devant des étudiants ou même devant un public plus âgé ou encore plus savant, dire au fond qui est impliqué dans la vie de l'entreprise et vous le mettez disposé sur un tableau. Alors, il y a les salariés, je suis d'accord, on va séparer les dirigeants, on va rajouter les actionnaires, hein, il va falloir quand même en parler, et puis vous allez ajouter les consommateurs, vous allez ajouter les fournisseurs, vous allez ajouter les banquiers, l'État, les riverains, et puis d'ailleurs pour les plus grandes entreprises, vous pourriez mettre par extension la planète entière. Vous disposez toutes ces, alors on appelle ça souvent les parties prenantes, vous les mettez sur un tableau et vous dites que si vous prétendez avoir une bonne théorie de l'entreprise, vous êtes drôlement fort parce qu'il faut maîtriser les relations entre tous ces agents, tous ces acteurs. Alors qu'est-ce qui met de l'ordre dans ce tableau? Parce que entreprise, alors voilà, la première chose qu'il faut comprendre, ce n'est pas une appellation déposée. Ce n'est pas une appellation précise. Il y a une seule chose qui est précise quand on parle de l'entreprise, et ça me permet d'introduire tout de suite l'idée fondamentale numéro 1. Si vous n'avez qu'un seul mot pour parler de l'entreprise, vous vous plantez. Il en faut au moins 2, et à vrai dire, il en faut davantage. Le mot-clé, eh ben, c'est celui de société. Dans le système capitaliste, voilà, l'être juridique qui structure, qui gère la société, qui gère l'entreprise, je prends entreprise dans ce sens-là très général, c'est la personne morale qui a été créée, oui, par les premiers actionnaires. Et c'est elle, ça c'est précis, font partie de la société uniquement les actionnaires. Les salariés ne font pas partie de la société. Et il n'y a pas d'entreprise, évidemment, digne de ce nom, enfin un petit peu importante, qui ne soit pas une société. Je parle de la société par action, comme pour parler du cas vraiment le plus standard. Alors, eh ben, rien qu'avec cette présentation, vous commencez à arriver le problème gigantesque qui est d'ordre politique. Parce que qu'est-ce qui gouverne cette immense configuration de parties prenantes? Il y a les consommateurs, il y a les salariés, il y a les riverains, il y a les fournisseurs, il y a l'État, etc., etc. C'est le petit sous-ensemble, même s'il peut y avoir beaucoup d'actionnaires, qui rassemble les actionnaires. Alors voilà, depuis qu'il existe, en gros c'est depuis le dernier tiers du 19e siècle, depuis qu'il existe des entreprises gérées dans tous les grands pays par des sociétés, je prends l'exemple de la société anonyme, la société par action, c'est vraiment le cas majoritaire, même s'il a tendance à se restreindre un petit peu, eh bien, il y a un véritable scandale démocratique, puisque cet immense ensemble est gouverné par le petit sous-ensemble qui rassemble les actionnaires. Et donc, vous voyez, il n'y a même pas besoin, si je puis dire, d'être marxiste. Là, je fais de la science politique élémentaire ou du droit le plus basique pour arriver à l'idée que si j'appelle démocratie le cadre dans lequel je dois avoir mon mot à dire sur le pouvoir qui s'exerce sur moi, alors il y a un scandale démocratique, y compris dans nos sociétés démocratiques, enfin dans nos univers démocratiques, derrière toute
entreprise. Alors, c'est tellement scandaleux que ça appelle une justification. Et effectivement, c'est ce que vous avez dit, Guillaume, là, en introduisant la discussion. Effectivement, depuis, oh là là, vous avez dit 40 ans, oh là là, je remonterai bien à 70, lorsque Milton Friedman a publié cet article dans un magazine, le New York Times Magazine, donc le numéro du week-end, pour dire la responsabilité sociale des entreprises, c'est de faire du profit. Et avec un argument au fond très simple, bah, écoutez, les actionnaires, c'est eux qui ont apporté l'argent, et ce qui a permis de constituer la société. Donc, bah, il faut que les managers, s'ils sont honnêtes, ils gèrent l'entreprise. Bien sûr, il faut qu'ils respectent la loi, qu'ils payent correctement leurs salariés, etc. Mais il faut qu'ils gèrent cet argent au mieux de l'intérêt des actionnaires, puisque ce sont les propriétaires. Alors, on voit, si vous avez encore en tête le tableau que j'ai essayé de dépeindre avec des mots, en disant que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, en réalité, on dit une énormité qu'un étudiant en droit de première année, pour lequel il serait en droit de se lever dans l'amphi en disant « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire de cet ensemble, vous voyez, où j'ai fait apparaître les consommateurs, les salariés, les riverains, etc. C'est énorme. Ça n'a aucun sens de dire les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, puisque l'entreprise n'est pas définie en droit. Attention, elle existe. Et oui, elle existe d'une façon extrêmement complexe. Alors vous me direz, je chipote en bon universitaire, et en fait, puisqu'il y a quelque chose de précis qui s'appelle la société, bon, écoutez, alors on peut se mettre d'accord, les actionnaires, bon, ok, ça n'a pas de sens de dire ils sont propriétaires de l'entreprise, mais ce qui a du sens, en tout cas ce qui peut être précis, c'est on dit ils sont propriétaires de la société. Le seul ennui, c'est que la société est une personne. Alors voilà une chose qu'il faut intégrer. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux sortes de personnes. Il y a vous et moi. Guillaume, je vous vois. Julia, je vous vois. Personne physique. Mais on oublie tout le temps que notre univers est peuplé d'êtres fictifs, mais qui sont 10 000 fois plus puissants en général que les pauvres personnes physiques que nous sommes, et ce sont les personnes morales. Sauf que c'est quand même une personne. Et la question que je pose, c'est peut-on être propriétaire d'une personne? Propriétaire d'une personne physique, ça s'appelle l'esclavage. Propriétaire d'une personne morale de droit public, c'est-à-dire l'État ou la région, enfin, vous prenez n'importe quelle collectivité publique, ça veut dire le totalitarisme ou n'importe quel système clanique comme on peut en trouver dans, enfin, pas uniquement, mais notamment dans des pays de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Et l'entreprise, la société, c'est une personne morale de droit privé. Donc le langage de la propriété est complètement inadéquat pour penser la réalité de l'entreprise. Alors, j'arrive, donc vous voyez, il y a un énorme problème politique et une justification qui est donnée et que tout le monde gobe, et j'en fais l'expérience continuellement quand je dis ce que je viens de dire, presque quel que soit le public, ce moment de surprise, ah bon, les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Et arrive immédiatement la question, si les gens entrent vraiment dans le raisonnement, et ils y entrent toujours au bout d'un certain temps, je suis optimiste, mais non, c'est mon expérience, si les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise, qui est propriétaire de l'entreprise? Eh bien, cette réponse, cette question n'a pas de sens. Et c'est là où je vais commencer à rejoindre de grandes questions politiques. L'entreprise n'est pas saisissable dans le langage de la propriété. En revanche, elle est saisissable dans le langage du pouvoir, puisque les actions dont les actionnaires sont... Alors là, oui, ils sont propriétaires de leurs actions. Ça leur donne des pouvoirs, qui sont d'ailleurs pas gigantesques, hein. Aller aux assemblées générales, voter, renverser la majorité existante et recevoir des dividendes si le conseil d'administration décide d'en distribuer. C'est donc le langage du pouvoir. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, il y a un énorme problème de démocratie à la base, en prenant démocratie dans un sens large. Et là, on voit qu'il y a une réalité de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas si je peux le dire tout de suite. Si, je vais peut-être le dire tout de suite. Là, j'ai décrit rapidement le système néolibéral des 50 dernières années,
allez, on va aller de l'article de Friedman en 1970 jusqu'à, on est en 2020. Si on a cette grille de lecture en tête, et si on repense aux 30 Glorieuses, au Fordisme, où là, très clairement, l'alliance, elle était entre les managers et les grands acteurs syndicaux. Et là, je dois dire, le pouvoir financier était vraiment tenu à l'écart. Et on s'aperçoit qu'on peut réinterpréter cette période-là, qui de toute façon s'est soldée par la crise du pétrole. Et donc, ça n'est pas une solution pour aujourd'hui. On peut la réinterpréter comme une époque où, au fond, le patronat a conclu un accord sous des formes différentes dans tous les grands pays industriels avec les représentants des salariés pour dire, écoutez, vous n'entrez pas dans le système de gouvernement des entreprises, mais en revanche, on vous assure, et donc nous avons toute liberté d'innovation, de modernisation, de gestion, etc. Mais la contrepartie, c'est que les gains de productivité qui vont résulter des innovations, etc., ce seront les salariés qui en bénéficieront. Et d'ailleurs, ça a intégré la classe ouvrière, mais comme consommateur, pas comme salarié. Alors voilà, si on regarde les choses derrière nous, et maintenant je vais les regarder très vite devant moi, si on les regarde derrière nous, on a les 30 Glorieuses, où il y a eu un accord satisfaisant d'un certain point de vue, mais qui, quand même, poussait les salariés à l'écart du système de gouvernement des entreprises. Et puis, il y a eu les 50 ans de la financiarisation néolibérale. Bon, alors là, il n'y a pas besoin les critiques maintenant viennent d'elles-mêmes, on sait comment ça se finit, et puis de toute façon, là, on essayait même de justifier l'exclusion des salariés du système de gouvernement des entreprises. Alors, la question qui se pose, c'est, vous voyez, au fond, les 3 sources de pouvoir dans l'entreprise, c'est le management, les actionnaires, les salariés. On a essayé 2 systèmes, managers et salariés, les 30 Glorieuses, managers et les actionnaires, nous sommes encore dedans. On se dit, a priori, en réfléchissant, écoutez, le système, j'ai envie de dire le système idéal, ou peut-être tout simplement raisonnable, ce serait un système où on ferait travailler ensemble ces 3 sources de pouvoir, le management, l'argent, il en faut, et les salariés. Ça serait l'entreprise pluraliste. Alors vous allez me dire, on peut toujours rêver. Alors je vais terminer là-dessus. Il n'y a pas besoin de rêver. Il suffit de regarder en dehors de France et de constater que dans la moitié des pays d'Europe, sous une forme, il est vrai, partielle et imparfaite, mais infiniment préférable à tout ce que nous avons derrière nous, ou en tout cas devant nous, les salariés rentrent dans le système de gouvernement des entreprises. Ça s'appelle la codétermination. Et je termine sur ce seul chiffre. Dans la moitié des pays d'Europe, 1/3 du conseil d'administration est composé de représentants des salariés, et avec même le cas particulier de l'Allemagne, où c'est pour les entreprises d'une certaine taille, la moitié du conseil d'administration qui est composé de représentants des salariés. Donc là, la codétermination, c'est une réponse partielle, mais qui a le mérite d'exister, et qui ferait faire un bond en avant à la société française si on l'adoptait. On dira peut-être tout à l'heure quelle est la situation en France, mais elle est dans ce domaine largement symbolique. Là, on peut voir à travers la codétermination un début de réponse au scandale démocratique qui est inhérent à toute entreprise, y compris dans nos régimes démocratiques. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions là qui sont arrivées, à la fois pour Julia Cagé et pour vous. Donc, pas mal en fait tourne autour d'une question centrale, c'est est-ce que, parce que les 2 questions sont liées en fait,
le pouvoir des riches d'un côté, d'un point de vue politique, et je vais faire un gros trait, hein, le pouvoir des riches dans la détention du capital dans l'entreprise comme seul décisionnaire aujourd'hui. Alors, moi, je suis, par exemple, on s'en fiche, mais issu d'une gauche au départ réformiste, qui n'a jamais pensé de l'abolition du capitalisme en tant que tel. Mais j'ai presque envie de vous poser la question, est-ce que ce que vous proposez aujourd'hui, d'un point de vue réaliste, peut correspondre à l'état de la propriété, c'est-à-dire notamment du fait que la propriété privée des grands moyens de production et d'échange économique est le centre même de ce qui fonde notre organisation économique et sociale. En gros, est-ce que finalement, ce que vous proposez, c'est-à-dire d'avancer vers une démocratie politique qui serait une démocratie politique beaucoup plus égalitaire et une démocratie dans l'entreprise qui donnerait beaucoup plus de poids aujourd'hui aux salariés, est compatible avec ce régime de propriété privée des moyens de production? Je vous pose la question parce qu'elle m'est posée beaucoup là. D'accord. Je donne la parole à Julia aussi là-dessus. Donc, Julia veut répondre ou je réponds à vous? Allez-y d'abord et puis Julia. Moi, j'y vais. D'accord, très très bien. Bon, alors, je vais me brouiller avec beaucoup de gens en disant la chose suivante. Les deux grands auteurs qui attachent le maximum d'importance à la propriété privée des moyens de production, c'est Milton Friedman et c'est Karl Marx. Et l'un et l'autre commettent la même erreur. Alors, aujourd'hui, la propriété privée des moyens de production, aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, ou les États-Unis, ou l'Angleterre, ou l'Allemagne, la propriété privée des moyens de production, c'est la propriété des personnes morales. Et personne n'est propriétaire des personnes morales. La grande question, c'est qui a le pouvoir dans la gestion, la manipulation, dans les décisions de ces personnes morales. Donc, un système, bizarrement, un système où il y aurait une codétermination stricte dans tous les pays, entre guillemets, capitalistes, c'est-à-dire dans tous les conseils d'administration, vous auriez 50% représentants des actionnaires, 50% représentants des salariés, vous n'êtes plus dans un régime capitaliste et vous n'êtes pas dans un régime socialiste. Vous êtes dans autre chose, et je vais vous dire, cette autre chose, ça s'appelle la démocratie. Merci beaucoup, Olivier Favreau. Alors, Julia Cagé, pour vous, est-ce qu'il faut dépasser le capitalisme pour avoir une vraie démocratie politique? Non, il faut dépasser le capitalisme pour avoir plus de justice sociale. Je veux dire, l'Allemagne n'a pas fondamentalement dépassé le capitalisme. Ils font bien mieux que la France en termes de démocratie en entreprise, même si on pourrait faire encore mieux. Parce qu'en fait, dans le système allemand, même dans les entreprises où on a l'impression qu'il y a de la cogestion moitié-moitié, on va dire, ce n'est pas fondamentalement le cas à l'arrivée, puisque les salariés sont toujours minoritaires. Donc ça veut dire qu'au moment de prendre les décisions, finalement, s'il y a un blocage, c'est toujours les actionnaires qui l'emportent, et c'est pour ça qu'il faut penser des systèmes différents. Il y a eu des propositions pour rendre la propriété plus temporaire dans le cadre du socialisme participatif. Nous, c'est aussi la question qu'on s'est posée dans la tribune de la semaine dernière avec mes collègues de toute discipline. Donc voilà, je veux dire, donner des droits politiques aux salariés dans l'entreprise, c'est juste aller dans le sens de l'histoire, c'est pas dépasser le capitalisme. Moi, ça me va très bien de dépasser le capitalisme, mais je pense que ça sert à rien de faire peur aux gens sur des réformes qui sont juste des réformes qui répondent à une certaine logique. C'est pareil en fait pour la démocratie politique. Aujourd'hui, la démocratie politique, elle est capturée. Elle est capturée quand on regarde le financement du jeu démocratique des élections et des partis, aussi quand on regarde le financement d'un certain nombre de médias. Mais une des raisons pour lesquelles je travaille sur ces sujets, c'est parce que je pense qu'en regardant ce qui se fait ailleurs dans le monde et en regardant ce qui s'est fait dans l'histoire, on voit qu'il y a d'autres alternatives possibles. Un exemple, un des pays qui a été le premier au monde à réguler
le financement de sa démocratie et à mettre en place un financement public de sa démocratie ambitieux, ça a été les États-Unis entre 1971 et 1974. On l'a complètement oublié et ça marchait bien dans les années 70 aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il y avait plein de défauts dans le système et que ces défauts, il y en a qui en ont tiré parti, aidés par la Cour suprême états-unienne, et que le système s'est effondré. Mais on peut apprendre de ces leçons-là. Si je prends l'Espagne, c'est un exemple intéressant, l'Espagne. En Espagne, jusqu'en 2014, les dons des entreprises étaient encore autorisés. Ça a été interdit en 2014, il y a eu un plafonnement beaucoup plus faible qu'actuellement des dons des individus. Bon, ben ça explique peut-être pourquoi aujourd'hui la gauche espagnole au pouvoir mène une politique qui me semble plus en accord avec ce qu'on pourrait attendre d'un parti socialiste au pouvoir que quand le parti socialiste a été pour la dernière fois au pouvoir en France. Je pourrais prendre d'autres exemples. Par exemple, la Belgique est un pays qui a régulé très tard sa démocratie, comme la France, entre 89 et 90, mais qui l'a fait beaucoup mieux que la France. Et aujourd'hui, en Belgique, vous ne pouvez pas donner plus de 500 € par an à un parti politique. Ça ne veut pas dire que le système belge est parfaitement fonctionnel, il a aussi des défauts, mais qu'on peut faire mieux. Donc, n'ayons pas peur de faire mieux, mais ne le faisons pas avec des gros mots, entre guillemets. C'est cette idée de dire, voilà, on va dépasser le capitalisme, on va faire la révolution. Moi, encore une fois, ça me va bien, mais ça me va bien parce que je suis une scientifique ou une intellectuelle, je ne sais pas, j'aime pas ces termes. Mais du coup, on peut se jouer assez rapidement de mots, et pourquoi pas, on peut écrire des bouquins qui s'appellent Révolution. Enfin, la dernière personne en France qui a écrit un bouquin qui s'appelle Révolution, c'est Emmanuel Macron. Donc, je fais des choses qui sont peut-être un peu moins sexy. Je propose des réformes. Voilà. On va limiter les dons à 200 €. On va interdire la réduction fiscale. On va créer des bons pour l'égalité démocratique. Mais je vous assure que si on faisait juste ces trois choses-là en termes de changement institutionnel, on aurait un vrai progrès dans notre démocratie représentative déjà aujourd'hui en France. Alors, dernière question que je vais vous poser à l'un et l'autre sous forme de conclusion rapide, en fait. Alors, vous êtes tous les deux des démocrates, vous respectez évidemment le collectif, mais imaginons que vous avez la capacité demain matin de prendre une décision pour l'ensemble de la République française, une réforme absolument majeure ou une règle nouvelle, une loi. Laquelle serait-ce? Olivier Favreau, si jamais vous aviez un choix à faire, un vœu que, j'allais dire, le génie démocratique vous donnerait sorti de sa petite lampe, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, je vais vous répondre, et ma réponse va beaucoup décevoir Julia, dont je suis étonné qu'elle ait perçu un côté totalement révolutionnaire dans ce que j'ai dit, parce qu'en général, je suis plutôt habitué à la réaction « Oh là là, là, la codétermination, Berck, l'Allemagne, etc. » Mais je réponds donc à votre question. Eh ben, c'est très simple. Il y a une loi qui a été votée il y a 9 mois, qui s'appelle la loi Pacte, qui a un peu fait bouger le statut de l'entreprise. Et dedans, il y a une clause qui disait il faudrait se revoir pour réviser le nombre d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration. Eh bien, j'activerai cette clause, et le nombre actuel, il est au maximum de 2 administrateurs salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises, ou à partir d'une taille des conseils d'administration de 11, eh bien, je dirais, faisons en sorte que le ratio soit dans un premier temps de 30%, comme dans toute l'Europe du Nord, ou de 50%, comme le voudrait une conception de l'entreprise qui dirait, et là je pense que Julia et moi nous pourrions être d'accord, les entreprises, ce n'est pas la chose ni des dirigeants ni des actionnaires, c'est à la fois la chose du travail et de ce que vous appelez, comme vous voulez, le capital ou les actionnaires. Merci beaucoup, Olivier Favreau. Alors, Julia Cagé, si jamais vous aviez une décision majeure à prendre, ça serait quoi? Non, alors Olivier Favreau, juste, je ne vous considère pas du tout comme révolutionnaire, hein, c'est pas ça que je oui, voulais parce dire. que Non, ce que je veux dire, c'était plutôt par rapport à ce que Guillaume disait. Enfin, Guillaume, il voulait qu'on réinterprète tout. Mais moi, pour le coup, par rapport à ce que vous avez dit, c'est vraiment le sens du texte démocratiser le travail qu'on a signé la semaine dernière. Je pense que ça doit être 50% tout de suite. Ou sinon, il y a une autre proposition qui a été faite notamment par la politiste Isabelle Ferreras, qui est d'avoir 2 chambres. Donc, en fait, à l'intérieur de l'entreprise, une chambre des actionnaires et une chambre des salariés, donc un peu comme un parlement et un sénat.
et que chaque décision doive passer par les deux chambres. Ce qui serait... Bon, moi, personnellement, en fait, je préfère mettre tout le monde dans la même pièce et faire discuter les gens. Mais je pense qu'en termes de droit dans l'entreprise, il faut la moitié des voix pour les salariés. Et ça, c'est une réforme. Pour le coup, je veux dire, l'exemple allemand, on nous le montre tellement tout le temps comme exemple absolu à suivre, c'est quand même bizarre sur le seul truc qui va embêter les actionnaires, que ce soit vraiment l'exemple qu'il ne fallait pas prendre. Donc, comme ça marche en Allemagne, autant le suivre. Ensuite, moi, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas, j'ai un peu honte de vous répondre. Parce que d'une certaine manière, vraiment, ce à quoi je crois sur ces questions de démocratie, c'est une refonte du financement. Encore une fois, c'est peut-être pas le truc le plus sexy, ça peut paraître technique, mais je pense que limiter les dons, c'est-à-dire vraiment remettre chaque citoyen égaux face au financement des campagnes et des partis, et penser un financement public égalitaire et dynamique de la démocratie, pour le coup, le nom, peu m'importe. On peut appeler ça les bons pour l'égalité démocratique ou un nom totalement différent, peu m'importe. Mais refondre entièrement ça, ça me paraît essentiel. Et Guillaume, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Moi, j'ai beaucoup parlé et j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup rencontré de dirigeants politiques pour échanger sur ces questions. Et vraiment, ce qui m'a toujours fait la peine d'une certaine façon, c'est que sur les différents éléments, c'est-à-dire on supprime les réductions fiscales associées aux dons, on limite les dons à 200 €, on refond entièrement le financement direct en l'annualisant, en le donnant à la main des citoyens. À chaque fois, finalement, j'avais en face de moi des représentants politiques qui en prenaient un bout, mais pas tout, parce qu'ils regardaient midi à leur porte. Et donc, en regardant midi à leur porte, alors ceux qui recevaient beaucoup de dons, ils allaient dire non, 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 on ne limite pas du tout les dons. Mais ça pouvait être comme le Parti communiste, hein, qui repose beaucoup sur les gros dons. Le Parti socialiste, alors là, par contre, il n'y a pas trop de problème pour limiter les dons, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup. Mais le fait d'annualiser le financement, c'est peut-être plus embêtant, parce qu'il y a une grosse partie du financement qui dépend des résultats aux législatives. J'imagine que pour Génération, il y a encore d'autres enjeux. Et ce qui me fait peur, en fait, dans ce débat, c'est qu'à chaque fois que j'en parle avec des partis politiques, la réforme est découpée en morceaux parce que, en fait, tout le monde regarde midi à sa porte. Qui plus est, pour voter la loi, aujourd'hui, ça passe par les parlementaires. Et ceux qui bénéficient le plus des réductions fiscales associées aux dons en France, il ne faut pas se voiler la face, ce sont les députés, puisque quand les députés reversent une partie de leur rémunération d'élus à leur parti politique, au passage, ils en retirent 2/3 de réduction d'impôts, puisque c'est considéré comme un don. Et donc, en fait, ça peut paraître technique, mais cette question, je pense que les citoyens doivent s'en saisir pour imposer aux politiques le fait de faire ce changement qui n'arrangera aucun parti politique, ni de droite, ni de gauche, ni les nouveaux, ni les anciens, mais juste que c'est ça qui va assainir le jeu politique. Et je pense que vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous n'ayons plus des femmes et des hommes politiques qui doivent aller faire campagne auprès de ceux qui peuvent les financer parce qu'ils n'ont pas de financement public. Donc, enlevons cette tentation. Quand il y a une tentation, c'est toujours mieux de la supprimer. Moi, je crois que les gens sont fondamentalement honnêtes. C'est quand même mieux de supprimer la tentation. Enlevons cette tentation, et puisque la démocratie a un prix, un coût, il y a aussi un prix, puisque la démocratie a un coût, finançons ce coût avec de l'argent public. Et je veux juste faire un dernier parallèle pour ceux qui vont dire « Oui, mais on ne va pas encore dépenser de l'argent public pour tous ces politiques. D'ailleurs, vous venez de nous dire, ces politiques, ils décident pour les plus riches et pas pour nous. » Je veux juste faire un parallèle avec les médias. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge davantage collectivement sur qui paie pour financer une information que nous refusons de payer quand nous la consommons. Si vous consommez l'information gratuitement sur Internet, vous mettez un bloqueur de publicité, vous ne vous abonnez pas à un média et vous consommez quand même de l'information produite par Le Figaro, par Le Monde, par Libération, par tel ou tel média, il faut quand même vous interroger sur les motivations réelles des milliardaires qui viennent d'autres secteurs que le secteur des médias, Dassault, Bouygues, Patrick Drahi, on pourra en citer d'autres, hein. Jeff Bezos aux États-Unis, poids politique surdimensionné, et qui sont prêts à produire de l'information et à perdre de l'argent pour que vous la consommiez gratuitement. Qu'est-ce qu'ils achètent? Du poids politique. La démocratie, c'est pareil. Si on n'accepte pas l'idée de dépenser de l'argent public bien réparti, de manière égalitaire, pour financer la démocratie, ensuite, il ne faut pas s'étonner du fait que la démocratie soit capturée, et ça influence directement les politiques qui sont mises en œuvre. Égalité, égalitaire, le terme a été prononcé. Olivier Favreau dit codétermination, donc égalité du pouvoir au sein de l'entreprise, égalité des citoyennes et des citoyens réellement dans la démocratie politique aujourd'hui, notamment en acceptant le coût de la démocratie politique et donc son financement public, sa socialisation d'une certaine manière. On voit bien qu'il y a un fil
dans ce qui est dit là aujourd'hui. C'est le fil du Big Bang. La question de l'égalité est évidemment fondatrice aujourd'hui pour recréer une gauche écologique, une gauche sociale qui puisse transformer et surtout proposer un projet qui soit un projet enthousiasmant, riche, mais crédible. Et je voudrais vraiment vous remercier, donc Julia Cagé, Olivier Favreau, pour cette discussion qui sera évidemment à poursuivre. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne conclusion. Je sais pas si Guillaume, tu m'entends, mais merci.